plus précoces, effectivement, eh bien, sont liées, et c'est clairement observé, sont liées aux activités humaines, au réchauffement climatique. Ça s'inscrit vraiment dans le réchauffement climatique. Nous sommes plus prudents pour d'autres événements. Je rappelle simplement que l'an dernier, à la même époque, nous étions sous l'eau. Pratiquement, c'était cette grande, disons, inondation. Nous n'avions pas attribué cette inondation du tout au réchauffement climatique, mais là, c'est clair quand même. C'est vrai aussi pour l'élévation du niveau de la mer? Oui, justement, parce que l'élévation du niveau de la mer résulte de deux phénomènes. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis les glaciers fondent. Et surtout, l'essentiel de la chaleur supplémentaire apportée par les activités humaines va dans l'océan, 93%. Donc c'est là qu'il faut regarder. Quand nous regardons, eh bien, c'est 3 mm chaque année, c'est très clair. Et c'est inéluctable. Et c'est un des vrais problèmes du réchauffement climatique à moyen et long terme. Moi, je respecte la pudeur des grands spécialistes comme vous, mais j'ai envie de vous dire, il est peut-être temps que vous soyez alarmiste, même, pardonnez-moi, même avec le temps qu'il fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que comme il est difficile de se projeter dans l'avenir et de développer un niveau de conscience en se disant dans 20 ans, dans 30 ans, et je crois que ça a été un des gros problèmes de communication, des idées que vous avez portées. Si maintenant on commence à avoir des preuves tangibles, pardonnez-moi, mais dans notre vie quotidienne, oui. Même si parfois on ne s'en plaint pas parce que c'est agréable qu'il fasse beau, vous voyez ce que je veux dire? Ça marque les esprits et ça aide à comprendre et éventuellement à faire évoluer le mode de vie. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je crois que... Non, je ne sais pas si nous ne devons pas aller au-delà de ce que nous savons. Mais déjà, nous savons assez pour, effectivement, sur ces canicules, sur ces hivers relativement doux qui ont été assez dramatiques pour les vignerons. Hein, donc, vous dites, Yves, à juste titre, on aime bien le beau temps, mais l'hiver doux que nous avons eu, très sec, n'est pas du tout porteur pour le monde agricole, le monde viticole. Donc, il y a effectivement des aspects très négatifs du réchauffement climatique. Enfin, de ce réchauffement, les hivers vont se réchauffer également en moyenne, mais s'il y a des gels tardifs, eh bien, il y a ces risques d'atteinte aux vignobles, aux fruitiers. Donc, oui, ces choses-là, nous les mettons en avant régulièrement. Peut-être pas assez, mais c'est vrai que bon, on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qu'on sait. Mais pour ce qu'on parle, quand on parle des canicules, on sait quand même dire que c'est lié aux activités humaines. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre météo est en partie malade, notamment pour les épisodes que vous venez de nous citer, à cause du réchauffement climatique de notre planète? Alors notre météo est malade, oui, en ce sens que oui, disons cette canicule est... Ça a été dit, hein. Oui. Donc ça va être une canicule record en termes, au moins au niveau français. On a eu des événements extrêmes, disons, dans beaucoup de pays. On a eu des sécheresses à répétition. Ça a été dramatique dans le sud de l'Afrique, dans d'autres régions. Donc effectivement, ces événements extrêmes sont quand même des marques du réchauffement climatique. Je le redis avant tout pour les canicules. Et surtout, c'est quand même ce dérèglement, cette intensification des événements extrêmes qui est une des conséquences à venir du réchauffement climatique qui peut être la plus dommageable dans différents domaines, aussi bien sur l'agriculture que sur les écosystèmes, la biodiversité par exemple. On parle très peu souvent de l'agriculture qui est très importante, j'y reviendrai peut-être un peu plus loin. Il y a une grande marque de champagne qui va aller planter des vignes en Grande-Bretagne pour y faire, alors elle ne veut pas dire que ça sera du champagne, elle dit que ça sera du sparkling, c'est-à-dire une forme de mousseux. C'est une traduction aussi des événements? Oui, c'est vrai, je crois que, Yves, si je vous avais dit ça il y a 10 ans, je vous l'ai peut-être dit d'ailleurs. Les gens souriaient un peu. Oui, et je ne vous aurais pas cru. Quand on disait ça. Et maintenant, c'est dans les faits. Effectivement, ça se passe. Les gens vont investir au sud de l'Angleterre. Oui. Et oui, ça se fait. Donc effectivement, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans les articles récents. Oui. C'est qu'il y a deux scientifiques, Stouffer et Malabé, qui ont regardé les prévisions, les projections faites en 89. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Mais non simplement en termes de moyenne de température, de réchauffement moyen, mais aussi de répartition de cette augmentation. Les régions arctiques beaucoup plus, 2 fois plus rapides, dans l'atmosphère, les grandes. Donc, ces conséquences. Donc, vraiment, je dirais qu'il y a 30 ans, on avait prévu pratiquement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand on dit, dans 30 ans, si on ne fait rien, ça sera vraiment dramatique, il y aura des effets dans tel domaine et tel domaine, je crois qu'il faut croire la communauté scientifique. Bon, en tout cas, les chiffres que vous venez, les engagements d'une certaine façon que vous venez de nous rappeler étaient très importants. En tout cas, à Taormina en Sicile, il fait beau. Donald Trump y est. Est-il, oui ou non, selon vous, en train de tuer l'accord sur le climat? Bien, s'il reste sur sa position, ça sera extrêmement dommageable pour le climat, pour l'accord sur le climat. Il faut bien voir, cet accord sera mis en œuvre puisqu'il y aura toujours plus de 55% des pays représentant plus de 55% des émissions qui l'auront ratifié. Oui. Hein, mais ça donne quand même un coup de... Disons, il y a une dynamique qui s'est créée après Paris.
hein, et cette dynamique, elle est nécessaire. Il faut au contraire augmenter. Je me souviens de vous avoir lu dans un entretien où vous disiez si Trump gagne, on perdra 10 ans dans la lutte contre le réchauffement. Est-ce que vous maintenez le diagnostic? Oui, parce qu'il est élu, ça y est. Donc. On l'avait déjà dit, et c'est ce qui s'est passé avec George Bush quand même. Disons, l'accord de Kyoto qui était bien dimensionné à l'époque n'a pas été mis en œuvre par les États-Unis, par d'autres pays, et nous serions dans une bien meilleure position si Al Gore avait été élu. Ça aurait été peut-être difficile pour lui, et nous sommes dans un schéma un peu analogue. Moi, j'espère que oui, mais il y a quand même quelque chose. Excusez-moi, il y a un truc qui devrait vous marquer. Al Gore, il est au Festival de Cannes pour aller montrer son deuxième film, et Donald Trump, il est au G7 à Taormina. C'est bien cela. De même, Hillary Clinton aurait été élue. Nous avions quelqu'un qui croyait au problème du réchauffement climatique, qui avait l'idée bien sûr, d'être. C'était au contraire, les États-Unis ont été très moteurs dans l'accord de Paris sous Obama, mais bien sûr, le rôle de Donald Trump est essentiel. Mais il y a aussi un autre contexte par rapport à 10 ans. Maintenant, on comprend que économiquement, eh bien, c'est quand même vers cela qu'il faut aller, et que des grands pays comme la Chine ont envie d'aller vers cette société sobre en carbone. Je vais y venir. Je reste un tout petit peu sur le cas Trump parce que quand même, il est essentiel. Oui. C'est l'homme le plus puissant du monde à la tête des États-Unis d'Amérique. Pour l'instant, il n'a pas dit ce qu'il fera. On ne le sait toujours pas. Mais est-ce que dans tous les cas, il n'a pas d'ores et déjà brisé un cycle? C'est ça le sens. Si, il a brisé cette dynamique de l'accord de Paris, et je dirais qu'ils en sortent officiellement ou qu'ils fassent le mort d'une certaine façon, eh bien c'est à peu près pareil. Disons, alors qu'il faudrait que nous augmentions l'ambition de cet accord. Nous sommes loin du compte par rapport aux 2 degrés. Donc on voit bien la difficulté d'augmenter l'ambition d'un accord si les États-Unis n'y adhèrent pas. Et on voit bien qu'ils vont entraîner d'autres pays. Il est très probable que la Russie, qui n'a pas encore ratifié, ne ratifie jamais si Trump sort de l'accord. Emmanuel Macron a été très clair, enfin en tout cas il l'a laissé filtrer, il dit le climat sera le sujet le plus compliqué à traiter avec Donald Trump, et j'ai envie de vous demander un exercice qui n'est pas facile, c'est il faut toujours réfléchir dans le camp de l'autre, si je puis dire. Oui. Pour les Américains, pour le président Trump, l'accord de Paris c'est un obstacle tout simplement à la croissance américaine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que... Si vous comprenez, si vous fabriquez des bagnoles dans le Wisconsin et qu'on vous... voilà. Oui, je suis désolé, mais c'est d'une façon, c'est quasiment imparable. Même si c'est à court terme. C'est quasiment imparable. Il y a quand même presque 3 Amériques. Il y a l'Amérique centrale, du centre, les voitures, le charbon, effectivement, qui voit Trump d'un œil très, disons, cette sortie possible de l'accord de Paris d'un très bon œil. Mais c'est pas du tout vrai pour l'ouest des États-Unis, pour la Californie, et c'est pas du tout vrai pour l'est non plus des États-Unis. On voit bien que le développement économique, il n'est pas le même quand on parle des GAFA, quand on parle d'Amazon et tout ce qui est à l'ouest, et puis aussi un très très grand dynamisme dans les sciences du vivant dans l'est, du côté de Boston. On voit bien que ce dynamisme, eh bien, il sera... Non, justement, ce dynamisme, il est là, et beaucoup d'États, effectivement, souhaitent que l'accord de Paris, les États-Unis n'en sortent pas. Il y a plusieurs Amériques, dont celle qui est totalement en pointe dans tous les domaines qui veulent lutter contre le réchauffement climatique. Alors, on peut prendre aussi les choses à l'envers. Tout le monde veut le convaincre, je vous parle de Donald Trump, des bénéfices de la lutte contre le réchauffement. Jean Jouzel, lesquels? Et est-ce que c'est vrai aussi sur le plan économique? Oui. Et est-ce que c'est sérieusement vrai, si je peux dire, sur le plan économique? Je pense que c'est sérieusement vrai sur le plan économique, simplement c'est à moyen terme. À court terme, effectivement, c'est comme toute transition. En France, c'est un peu pareil. Disons, la transition, c'est synonyme de perte d'emploi, et les créations d'emplois, elles sont derrière. Donc, le politique a toujours tendance à regarder le court terme, et donc, effectivement, à court terme, quand on fait le bilan sur les 3 ou 4 années à venir, le temps d'un mandat, c'est difficile de dire on est gagnant. Effectivement, il faut une vraie stratégie, une vraie vision de politique, c'est cela dont on manque pour prendre des décisions, et ça a quand même été le cas. Je tiens à saluer tous ceux qui, en France, le président Hollande, tous ceux qui ont mis sur pied l'accord de Paris, que ce soit du côté de Laurence Tubiana, de Laurent Fabius, l'implication de Ségolène Royal, ça a quand même été un bel accord qui est difficile à mettre en œuvre, qui n'est pas suffisant, mais justement, c'est signer cet accord, faire signer cet accord, c'est d'avoir une véritable vision de l'avenir de notre monde. Qu'est-ce qui se passe si on fait sans lui? Je vous parle toujours de Donald. C'est pas terrible. Bon, si on fait sans lui, le risque, c'est que d'autres pays ne s'impliquent moins. On peut penser à la Russie. Le Canada a déjà dû dire qu'ils auraient du mal à tenir leurs engagements. C'est ce que j'allais vous dire, pardonnez-moi. Exactement. Si les États-Unis n'y sont pas, les autres n'ont aucune raison de faire des efforts, et donc, en quelque sorte...
c'est difficile. La Chine a envie de faire des efforts parce qu'ils ont aussi le problème de la pollution dans leur grande ville. Ils sont obligés de faire des efforts et ils voient quand même que le développement économique, quand on parle de renouvelables, c'est le premier pays en renouvelables, c'est le premier pays en éolien, le premier pays en solaire. Donc la Chine voit aussi beaucoup de capacités de développement, de potentiel de développement économique. En l'occurrence, c'est incroyable l'évolution de la Chine. Oui, mais je pense qu'il y a là quand même une véritable vision. Les plans le plan est assez ambitieux, le plan actuel. Et donc, ceux qui ont mis en place, effectivement, ça a changé complètement en une vingtaine d'années. Laurence Tubiana, et vous venez de le rappeler, qui fut la cheville ouvrière de l'accord, dit l'Europe doit rendre l'accord de Paris inéluctable. Alors j'ai envie de vous dire, comment ? Eh bien, en allant de l'avant. Donc on avance sans lui. Ah bah oui, de toute façon, on va pas, disons, si lui sort, et même si la Russie ne ratifie pas, l'accord pourra être mis en vigueur et il sera mis en vigueur. C'est la seule façon d'avancer et de montrer que c'est gagnant vraiment d'être dans l'accord et plutôt perdant de ne pas y être. C'est bien ce que craignent certains États américains. Donc c'est pour ça que... Et pourquoi Donald Trump hésite-t-il ? Oui. Justement, parce que beaucoup de grands groupes de son économie lui disent de ne pas sortir. C'est quand même bien ça son problème actuellement. Sa difficulté actuellement, c'est sa promesse. Ce qu'il ne veut pas, c'est revenir aux États-Unis en disant j'ai cédé devant les Européens. Vous voyez quand même dire Donald Trump arriver à Washington, Emmanuel Macron m'a convaincu de rester dans l'accord de Paris. C'est pas facile pour lui. Non, je riais parce que je vois les rues de Taormina derrière vous et on expliquait ce matin qu'il allait sans doute pas pouvoir y rentrer avec sa voiture qui est tellement énorme. Enfin, ça dit quelque chose de la situation même entre l'Europe et... Alors, je voulais vous dire que c'est quand même facile de donner des leçons à Donald Trump, mais il n'y a toujours pas de politique européenne de l'énergie, que je sache. Eh bien justement, ce qu'il faut aussi faire pour que l'Europe, faisant dans la ligne de ce qu'a dit Laurence Tubiana à juste titre, eh bien il faut que l'Europe soit plus exemplaire, plus volontariste dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a des accords, les 3x20, on a aussi des objectifs en 2030 qui sont relativement ambitieux. Il faut les tenir et on est quand même pas forcément dans tous les pays sur cette trajectoire. Donc il y a effectivement beaucoup à gagner du côté de l'Europe. Est-il vrai que l'Inde, comme la Chine aujourd'hui, est en train de devenir un bon élève? Oui, l'Inde, c'est un peu plus dur parce que... si on a le Canada, l'Inde et la Chine, c'est quand même pas mal. Oui, mais l'Inde, si on regarde la progression des émissions sur des années récentes, ça a légèrement diminué en Chine, diminué aux États-Unis, diminué en Europe. Le seul gros qui est augmenté, c'est l'Inde qui a encore augmenté de 8%, puis de 5%. Mais il y a un véritable... Modi a vraiment mis sur le solaire le paquet, souhaite mettre le paquet sur le solaire. Il y a un grand potentiel, mais ça reste quand même... l'Inde reste un pays charbonnier, de premier ordre, malheureusement. On revient en France. Nicolas Hulot est donc ministre d'État, deuxième dans l'ordre protocolaire. Est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'étais très heureux que Nicolas Hulot accepte, de prendre cette charge. On sait que c'est difficile sur le plan intérieur, c'est difficile au plan international. J'espère qu'il s'est bien entouré et je crois quand même que, le fait qu'il soit ministre d'État, deuxième ministre ou troisième après le Premier ministre, il est surtout enfin accepté d'y aller. Quelque chose quand même. Quelque chose. Est-ce que vous avez compris sa feuille de route et son rôle est entre autres d'appliquer la fameuse loi dite de transition énergétique? Et j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi, mais de quoi s'agit-il? Personne n'a jamais rien compris à cette loi de transition énergétique, qui est pourtant sans doute très importante. Mais si vous pouvez l'expliquer en quelques mots à ceux qui nous regardent, on aura gagné notre journée, vous et moi. Oui, je suis censé répondre correctement. J'en ai été rapporteur au titre du Conseil économique, social et environnemental. J'entends bien, c'est pour ça que je vous demande de... Alors c'est quoi la loi sur la transition énergétique? C'est avant tout un objectif à long terme de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, de les diviser par 4 à horizon 2050. C'est de tenir les engagements qu'on a pris en 2020, moins 20%, 23% d'énergie renouvelable. En 2030, il y a des objectifs, moins 40% de diminution des gaz à effet de serre. Donc je rappelle que les gaz à effet de serre, ce sont essentiellement pour les 3/4 les combustibles fossiles, et puis il y a à peu près 20% pour l'agriculture. Et puis ce sont aussi de véritables politiques d'efficacité énergétique. C'est aussi, par exemple, on a un article, et c'est la première fois, un article sur l'économie circulaire, une série d'articles sur l'économie circulaire dans cette loi, c'est le développement de l'économie circulaire. Donc c'est toute une dynamique qu'on crée pour effectivement aller vers une société sobre en carbone. Et c'est dans notre vie de tous les jours, aussi bien le transport,
Le bâtiment. Je sais que ça choque quand on dit ça, mais il se trouve que c'est une réalité objective. Après, on peut la contester pour autre chose. Mais sobre en carbone, ce qui nous aide le plus à le faire, c'est le nucléaire. Oui, actuellement, c'est le nucléaire. Et dans la loi, il y a un objectif de nucléaire qui... alors, dans la loi elle-même, c'est pas précisé de façon... Alors, on parle de 2025. Oui. C'est pas inscrit de façon très ferme, mais en tout cas, il y a un objectif de division par... Enfin, de ne pas avoir plus de 50% de l'électricité qui soit produite par le nucléaire. Actuellement, c'est plutôt un peu plus de 80% qui est produite par le nucléaire. Donc on voit bien, et c'est important. Mais il faut bien voir que on oublie toujours, quand on parle d'énergie, que l'électricité ne représente qu'entre 20 et 30%. Oui. Je veux dire, Oui, du global. Oui, l'essentiel de notre énergie, quand on parle de chaleur de transport, ça reste, et de loin en France, le combustible fossile, le pétrole et le gaz. C'est ça l'essentiel de notre énergie. Quand vous pensez à l'avenir de notre planète et à celui de nos enfants, quelle est la chose la plus importante au moment où nous parlons, la chose la plus importante à faire, à mettre en route? Alors la chose la plus importante à mettre en route, eh bien, c'est une solidarité internationale. J'aime bien, là aussi, on vient de faire un rapport sur la justice climatique, oui. Justement, parce que c'est quoi avant tout? Si vous regardez, je ne vais pas vous parler des conséquences comme ça, l'une, l'autre, il y en a beaucoup de conséquences, on en a parlé assez souvent. Mais le véritable problème du réchauffement climatique, c'est que ça risque d'accroître les inégalités entre pays du Sud, entre pays du Nord, mais aussi au sein d'un pays. Je dis très souvent que... Au sein même d'un pays? Oui, on a fait un avis sur la justice climatique avec Agnès Michelot, vraiment sur cet aspect. Dans des pays développés, ce sont les couches défavorisés qui risquent d'être le plus touchés par le réchauffement climatique. On peut vous citer des exemples. La canicule de 2003, si vous regardez la répartition des morts, des 15 000 morts supplémentaires, entre parenthèses, on voit bien que c'est pas réparti suivant le degré de richesse des Français. Voilà, donc il y a vraiment des problèmes. Et donc, si on veut éviter ça, il faut une grande solidarité internationale. C'est ça quand même l'accord de Paris. C'est avant tout de la solidarité. Si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix, eh bien c'est que ça signifie que si on n'arrive pas à lutter contre le réchauffement climatique, si on n'arrive pas à en prendre la mesure, eh bien, je dis là aussi que ce sera difficile d'espérer un développement harmonieux de nos civilisations. Je ne veux surtout pas parler de fin du monde. Il y aura toujours un milliard d'habitants. Vous êtes en train de nous dire que le réchauffement climatique contribue à la guerre d'une certaine façon. Oui, c'est aussi, bien sûr, les risques de conflit risquent d'être aggravés. En gros, c'est quoi le réchauffement climatique? C'est diminuer les endroits où il fait bon vivre. Eh bien, on voit bien que, je dirais que le milliard d'habitants aisés en 2050 trouvera toujours les endroits où il fait bon vivre, mais les autres auront peut-être plus de difficultés. Et ça en fait partie. C'est un véritable problème. Voilà l'idée que nous retiendrons ce soir. Le réchauffement climatique, ça diminue le nombre d'endroits où il fait bon vivre. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir, Jean Jouzel, en direct sur LCI. L'émission est